Cellefroid, dans le Nord-Charente. Donc je suis installé sur la ferme familiale, une ferme qui existe depuis les années 70. Mes parents se sont installés là-bas en culture et élevage de porc. Voilà, donc moi j'ai pris la suite de mes parents en 2004. Et à ce moment-là, sur la ferme existait avec toujours l'élevage porcin et les cultures et fabrication d'aliments à la ferme. Et donc moi j'ai continué sur ce modèle-là, mais très rapidement en fait je me suis posé des questions sur ce système tel qu'il était, même si mes parents n'étaient pas des fous du pulvérisateur. Moi j'ai déjà très rapidement cherché à essayer de voir comment je pouvais travailler différemment. Et donc voilà, donc je me suis, avec d'autres collègues, on a monté un petit groupe avec lesquels on a commencé à travailler en fait sur cette thématique-là, donc sur tout ce qui était réduction des intrants, réduction des pesticides, par différentes formations, différents échanges avec d'autres paysans, d'autres régions même. On a commencé vraiment à travailler sur cette thématique-là. Et donc on a pas mal avancé, je dirais. Et puis la suite pour moi à ce travail-là, en 2015, j'ai pris la décision de convertir l'agriculture en bio. Voilà, ça faisait déjà un petit moment que ça me chatouillait, on va dire. Même mon père avant moi y avait pensé. Mais on se confrontait à un certain problème technique, je dirais. On est sur une zone avec des sols assez difficiles à travailler et des sols très usants. Et on sait que la culture en agriculture biologique, tout ce qui est désherbage se fait mécaniquement. Et, donc à l'époque c'était un frein. Et puis en 2015, ce frein, à un moment donné, j'ai dit tant pis, je le laisse derrière moi et puis je tente ma chance. Ça faisait donc un petit moment que l'application de produits phytosanitaires, de pesticides et d'intrants de toutes sortes, vraiment j'en voulais plus en fait. Je parlerai pas de phobie, mais en fait voilà, je voulais passer à autre chose. Et donc voilà, je me suis lancé. Et puis finalement, aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a, que mon père n'avait peut-être pas à l'époque, pour cultiver les sols, on arrive quand même malgré tout j'arrive quand même malgré tout à m'en sortir. Après, il y a d'autres problématiques. Donc voilà un petit peu, et pour présenter un petit peu ma situation. Donc aujourd'hui, le bio prend une mauvaise tournure, je dirais. Vous en avez tous entendu parler, il y a eu une embellie à un moment donné. Voilà, là aujourd'hui c'est un peu le retour de bâton, je parle en termes de commercialisation, de prix, etc. On est dans une phase où c'est un peu plus difficile d'en vivre. Voilà, on espère que ça ne va pas durer et que on va revenir à une situation normale. On pourra peut-être évoquer ce sujet peut-être à un autre moment. Est-ce que je continue parce que je me suis présenté Oui, je ne sais pas si... Dans cette phase de reconversion vers l'agriculture biologique, est-ce que vous avez eu des aides? Est-ce que vous avez fait confiance uniquement à votre expérience à vous? Est-ce que vous êtes tourné vers la Chambre d'agriculture, vers Agrobio, je sais pas, des structures pour avoir une aide technique? Et puis ça c'est la première question. Et puis la deuxième peut-être sur le côté financier. Moi j'entends dire sur des stands etc. qu'il y a souvent des exploitations qui sont très très endettées et que c'est aussi un frein à pouvoir changer les pratiques agricoles parce qu'il y a un risque adossé au risque technique, il y a aussi un risque financier. Et pour vous, comment ça s'est passé sur ces deux volets-là? Alors effectivement, au moment de ma conversion, il y avait des aides auxquelles on pouvait accéder sur une période de 5 ans. Parce que quand on passe d'un système en culture conventionnelle à un système en agriculture biologique, effectivement on a une chute des rendements. Et donc ces aides-là sont faites pour compenser ces chutes de rendement. Donc c'est vrai que ça n'a pas toujours existé, ces aides-là. À cette époque-là, moi j'ai pu en bénéficier, donc ça effectivement ça m'a beaucoup aidé. Et techniquement, c'est vrai que
autant en conventionnel, bon, la culture, les suivis des cultures, c'est très technique, mais en fait, quand on passe en bio, c'est encore plus technique. En conventionnel, on a des leviers de rattrapage. Si on rate une culture, on a certains leviers de rattrapage, comme on dit chez nous, avec la chimie. Voilà, la chimie nous permet de rattraper les choses. En bio, quand on s'est planté, entre guillemets, il y a des moments où on n'a pas beaucoup de solutions pour se rattraper. Et moi je me souviens très bien, quand je suis passé en bio, il y avait un paysan bio qui m'avait dit, tu verras, si tu fais 10 cultures sur ton assolement, tous les ans tu vas en louper au moins une ou deux. Bon, je dis, oh, quand même, ça me paraît quand même un peu... non, je confirme, tous les ans... on a des échecs alors, qui peuvent lier à tout un tas de choses, hein, des problèmes de... parce que notre problématique principale en bio, c'est quand même ce qu'on... Enfin, j'aime pas trop ce terme désherbage, parce que désherbage est souvent associé à la chimie aussi. Mais on parle quand même de désherbage en bio, mais c'est du désherbage mécanique. Et en fait, les échecs sont souvent liés à cette pratique-là. Et... parce qu'on ne peut pas intervenir au bon moment, parce que le climat ne nous l'a pas permis, ou parce qu'on n'avait pas le bon matériel, ou parce que... Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et effectivement, j'ai pu constater que certaines années, des cultures, au moment de la récolte, en fait, on passe le broyeur dedans, on ne récolte rien. Donc c'est vrai que techniquement, il faut être beaucoup plus vigilant, il faut être plus aller visiter ces champs, parce que voilà, c'est beaucoup plus sensible, et du début de la culture jusqu'à la fin. C'est vraiment, et même au moment de la moisson, des fois, ça peut être compliqué si on a une culture qui est pas propre, entre guillemets, on peut s'embêter aussi pour la récolter. Et derrière, après, ça implique aussi les récoltes, de pouvoir, un grain qui comporte des graines dont qu'on ne veut pas garder, avoir du matériel spécifique pour pouvoir le trier, tout simplement, et avoir une récolte propre et pouvoir la valoriser ensuite derrière. Voilà. Le fait que vous ayez sur votre exploitation aussi l'élevage porcin, oui. Est-ce qu'il y a une complémentarité? Parce que dans le modèle agricole standard, j'ai envie de dire, on ne fait pas du porc en Charente. Le porc, on le fait en Bretagne. C'est la Bretagne qui produit le porc pour toute la France. Et donc là, le fait que vous ayez sur votre exploitation plusieurs types de cultures, ce que j'entends, peut-être une dizaine chaque année, plus l'élevage porcin, est-ce que ça vous apporte une complémentarité? Est-ce que par rapport aux achats que vous avez à faire, ça change quelque chose? Comment vous valorisez aussi vos différents types de cultures? Est-ce que... Voilà. Alors une complémentarité, oui. Ça, pour moi, les systèmes les plus efficients en bio, c'est les systèmes polyculture élevage. Les systèmes en culture, pas en monoculture, que des cultures, pour moi c'est plus compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que le système polyculture élevage permet d'avoir un retour de matière organique sur les cultures, donc potentiellement augmenter les rendements, et ensuite les cultures faites sur la ferme peuvent servir à alimenter l'élevage. Ça, c'est déjà le premier point. Donc l'élevage de porc, pour moi, c'est pas forcément l'élevage le plus efficient. Le plus efficient, c'est l'élevage avec des ruminants, avec des rotations, par exemple avec des prairies. Les rotations avec les prairies permettent aussi d'avoir une meilleure vie du sol. Comment expliquer ça? Sur un assolement, on va, par exemple, je prends l'exemple d'un éleveur bovin qui va faire ses prairies pour faire ses fourrages. À côté, il va avoir aussi quelques cultures. Donc ses fourrages et sa paille qu'il va pouvoir faire vont retourner sur les terres. En fait, c'est un cycle. Pour moi, c'est un cycle. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'élevages en bio qui ont ce type de système-là, mais il y a aussi beaucoup d'élevages de fermes en grande culture en bio. Et ces fermes-là sont obligées, pour sécuriser un petit peu les rendements, d'importer soit de la matière organique ou des engrais qu'ils peuvent acheter à différents fournisseurs. Et donc ça, c'est une forme de matière organique qui est très très coûteuse. Moi, j'ai jamais voulu rentrer dans ce schéma d'acheter de la matière, d'importer de la matière organique. Donc, moi, mon élevage m'a permis d'apporter cette matière organique dont mes terres ont besoin. Et même si je fais du porc et que donc j'ai pas de ruminants et que je fais pas de fourrage, j'ai intégré dans ma rotation des luzernes, par exemple. La luzerne est une plante formidable qui a la capacité de capter l'azote de l'air et de la restituer dans le sol.
et ce qu'on peut utiliser pour les cultures suivantes. Les luzernes, on arrive à les valoriser avec des éleveurs voisins qui peuvent en avoir besoin pour leur élevage. Donc là aussi, pour moi, c'est un cycle. Et donc oui, pour moi, en bio, la complémentarité élevage-culture est, je dirais, indispensable. Très bien, merci. On va peut-être passer la parole à Laurent Rousseau. Donc vous êtes en grande culture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours et puis, allez-y. Oui, j'ai été longtemps éleveur avec des vaches laitières et des chèvres. Et puis en 2006, on a arrêté les vaches laitières parce qu'il y avait une crise. C'était compliqué. Et en même temps, il y avait des maladies qui arrivaient dans les troupeaux et qu'on n'avait plus trop d'issues. Donc voilà, il a fallu faire un choix. Et on a arrêté les vaches laitières en 2006. Et on a accentué sur l'élevage de chèvres. Et puis l'élevage de chèvres, il y a eu aussi une crise. Mais il y a surtout eu, après, un incendie sur la chèvrerie. On a sauvé nos chèvres laitières, on n'a pas toutes sauvées. On n'a pas sauvé nos chevrettes. Mais on a sauvé nos chèvres laitières et on a trouvé le soir même un bâtiment qui était libre depuis 18 mois. Et on a continué encore 2 ans. Et puis, je n'ai pas pu reconstruire sur la ferme. J'ai pas pu... Et puis, il y avait quelque chose de cassé aussi dans le moral. Et de toute façon, au moment où j'ai eu l'incendie, il y avait 9 jours que j'avais signé pour une reconversion en agriculture biologique. Voilà, il y a des choses qui marquent. Et mon intention était de toute façon de passer en bio. J'avais calculé, parce que ça, j'ai vu tous les copains, comme David, comme tous mes voisins, comme certains de mes voisins, qui passaient en bio, et j'étais convaincu, et j'avais évolué dans ma motivation pour passer en bio, mais j'étais coincé. J'étais longtemps coincé entre mes engagements auprès des coopératives, mon endettement et d'autres engagements. Je ne pouvais pas me libérer, j'étais pieds et mains liés dans le conventionnel parce que ma coopérative ne voulait pas collecter de bio et j'étais coincé chez eux. C'est des contrats de 5 ans qu'il faut dénoncer 2 ans auparavant. Et c'est pareil avec l'endettement, c'est des endettements de 15 ans ou 12 ans, on ne fait pas comme on veut. J'avais calculé que tout ça allait s'arrêter et que donc j'avais calculé la conversion qui dure 2 ans, mais sur des contrats de 5 ans, sur des MAE de 5 ans. Donc voilà, j'avais entrepris, j'avais signé une version bio. Bon, 9 jours après, le bâtiment brûle, et puis 2 ans après, voilà, j'ai jeté l'éponge, on n'a pas reconstruit de bâtiment sur la ferme, et on devait évacuer le bâtiment où on était, qui nous avait été prêté. Donc voilà, ce qui fait que j'ai raté l'élevage, et sans que ce soit... au moment de la conversion, ce n'était pas prévu. Et finalement, de toutes les difficultés que j'ai eues en tant qu'éleveur, les 10 dernières années, on était à un revenu, ma femme et moi en ERL sur 60 hectares, on était à un revenu en moyenne de 15 000 € par an pour 2. Donc c'était très, très serré, l'endettement nous mettant en dessous de la barre souhaitable. Et dès que j'ai passé en bio, et que je suis passé en grande culture bio, on a divisé par 10 le travail. Hein, et avec les petites prévisions que j'ai faites avec le conseil de gestion, et puis 2 conseils de gestion différents, et ça a collé à peu près les 5 premières années, où je me suis retrouvé à peu près un revenu de 25 000 € avec ma femme. Et très stable, très régulier. Bon, je ne cache pas qu'aujourd'hui c'est en train de se dégrader parce que le contexte du bio est en train de dégringoler légèrement et ça sature au niveau de la consommation. Mais autrement, je ne me plains pas parce que c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus régulier.
J'ai été éleveur, un peu trop sûrement, parce que on avait 400 chèvres, on avait beaucoup de fumier. J'apportais beaucoup de fumier, enfin 15 tonnes de fumier tous les ans sur toute la surface. J'ai pratiqué le semi-direct. Là aussi, c'est toute une expérience, parce qu'il n'y avait plus de labour. J'ai laissé tout ça à la surface du sol, avec les fumiers aussi, et donc j'ai remonté ma matière organique de manière assez rapide. J'ai multiplié par 10, même plus, le nombre de vers de terre au mètre carré. J'ai vraiment vu la vie du sol, mais mon caillou dans la chaussure, c'est que je n'ai jamais pu, contrairement à la promesse du semi-direct, je n'ai jamais pu me passer du glyphosate. C'est pour ça que j'ai saturé de ce complexe. J'ai saturé de ce complexe et d'avoir le recours au glyphosate à l'époque, ça c'était au moment des chèvres. Donc voilà, j'ai tout voulu jeter tout ça et je suis passé en bio. Et les 20 ans de semi-direct, les 20 ans de semi-direct m'ont fait prendre conscience de l'intérêt de la vie du sol et des structures du sol. Ce qui fait que malheureusement, quand on est en bio, on ne peut pas se permettre de laisser l'ensalissement. Il faut aussi maîtriser les choses et donc j'ai dû reprendre. Ça m'a vraiment perturbé un moment parce que j'avais fait toute une démarche psychologique à abandonner la charrue, mais j'ai dû la reprendre, la charrue. Et par contre, je l'ai repris différemment que ce qu'on m'a appris. Je me suis mis à labourer, mais seulement à 5 cm. Je vous garantis que techniquement, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est pas très joli, forcément joli à voir pour les laboureurs de concours. Mais je ne travaille pas mon sol en dessous de 5 à 8 cm parce qu'on ne maîtrise pas toujours. Et voilà ce que j'ai retenu du semi-direct. Je ne veux plus utiliser le glyphosate. Je suis passé en bio. Maintenant, je veux continuer à préserver mon sol, mais en n'augmentant plus en dessous les 5 à 8 cm parce qu'il faut reconnaître que des moments ça descend plus. Voilà. Je maîtrise à peu près. C'est pas joli. C'est pas super. Mais il y a des choses, il y a d'autres pistes. Je n'utilise plus de fumier, évidemment, j'ai plus d'élevage. Mais je suis parti plutôt pour associer les cultures. Bon, je travaille avec Chassagne aussi, où il y a toute la commercialisation qui est... Moi, je suis à 900 mètres du silo de Chassagne, donc je ne peux pas me passer... C'est quand même une opportunité. Et j'associe les cultures. On fait de la lentille et de la cameline. Et cette année, je suis super fier. J'ai fait du blé avec de la févrole. C'est magnifique. Il y a des choses comme ça. C'est pas que ça fait rire à Chassagne d'avoir à trier du blé avec de la févrole, parce qu'il y a toujours la crainte qu'il y ait des miettes de févrole dans le blé qui peuvent, dans les farines, influencer un pain qui serait trop blanc. S'il reste des traces de miettes de févrole dans les farines de blé, ça fait du pain trop blanc pour épuisant. La févrole, c'est une fève. C'est une fève, mais qu'on laisse partir à maturité. Et souvent, c'est en même temps, c'est un excellent couvert pour les intercultures. Par contre, comme j'apporte plus de fumier, et ce que j'ai gardé du semi-direct, c'est de systématiquement, derrière la récolte, je sème des couverts végétaux pour occuper le sol. Pour occuper le sol, face au soleil, face à l'eau aussi. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis en zone de captage, en zone Natura 2000. Et quand j'ai commencé le semi-direct, la première preuve qui m'a convaincu, c'est que dans les 2 ans qui ont, après mon début dans le semi-direct, quand même, quand il y a des périodes de pluie de 80, 100 mm, moi, ma ferme, elle est d'un seul tenant et il y a une mare, la ferme, une mare au milieu et un fossé qui déverse de la mare.
quand il se met à tomber 80 à 100 mm, les champs des voisins qui se déversent dans les fossés qui rejoignent au coin de ma ferme, les fossés sont pleins à craquer avec une eau marron. À partir du moment où je me suis mis à ce direct, j'ai vu l'eau de chez moi, l'eau remplissait à peine la moitié le fossé, et d'une eau claire et limpide. Et ce qui fait que les vers de terre ont multiplié les trous verticaux, les couverts végétaux avec les racines ont aussi aidé à ce que l'eau pénètre dans la nappe plutôt que de rouler en surface. Ça, c'est important pour l'eau. Donc, mais voilà, dans ce système, il y avait toujours le glyphosate qui était, voilà. Bon, j'ai repris la charrue, mais c'est beaucoup moins jaune parce que je défonce pas tout jusqu'à 15 cm. Mais voilà, c'est ce que j'ai retenu de cette chose-là. Mais entre la peste et le choléra, il faut savoir choisir où sont les avantages agronomiques et sur l'eau et sur l'environnement et tout ça. Et donc la févrole est un des principaux couverts végétaux que j'implante avec d'autres, que j'associe avec d'autres cultures. Merci beaucoup. Encore. Et au niveau matière organique, juste un détail, et au niveau amendement, eh ben, je fais énormément confiance à ces couverts végétaux pour ressortir des minéraux et reprendre de l'azote dans l'air et la redistribuer pour les cultures suivantes. Je n'amène plus d'engrais ni de fumier, mais je travaille comme ça. Alors, c'est très intéressant, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors moi, ce que je comprends là-dedans, on a souvent dans les discours agricoles, on vous parle d'agriculture de conservation des sols. Et c'est cette agriculture-là, en fait, donc vous en avez fait l'expérience, et elle ne fonctionne pas sans glyphosate. Et donc ça, c'est vraiment très très important à comprendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous entendrez dans les discours quelqu'un qui vous dit « Oui, mais moi je fais de l'agriculture de conservation des sols, c'est le top du top de l'agronomie », en fait, non. C'est des gens qui cherchent à maintenir l'obligation d'utiliser du glyphosate parce qu'on sait très bien et donc vous en avez fait l'expérience, qu'on ne sait pas travailler complètement sans utiliser le glyphosate avec ce type-là de culture. Donc voilà, ayez ce réflexe agriculture de conservation des sols pro-glyphosate. Je fais ce raccourci exprès, volontairement, peut-être j'exagère. En effet, non, pas du tout. Et j'ai travaillé avec les CIVA à l'époque, et en effet, quand je maîtrisais plus ou moins, mais il y avait encore mieux que moi, les élégants arrivaient mieux que moi à maintenir les couverts végétaux, tout ça, et mettre bien en place des choses. On nous avait promis qu'on se passerait du glyphosate, jamais personne n'y est arrivé. Par contre, je me suis retrouvé souvent, et ça a été très désagréable pour moi, d'être pris en otage, de dire, mais vous voyez, on ne peut pas se passer du glyphosate. Et on est devenu un argument pour continuer le glyphosate. Et ça, je n'ai pas supporté, donc là, ça a précipité mon choix. Donc c'est pour ça que le sol, c'est important, la vie du sol, c'est important, mais surtout pas avec de la chimie. Très bien, merci. Donc on va passer maintenant la parole à Benoît Biteau, qui nous a rejoint. Donc, écoute, tu as 10 minutes pour nous parler d'agriculture. Merci, et désolé du retard. Je ne veux pas chercher à me justifier, mais j'arrive de même. Vous savez que cette semaine, on commémore les affrontements de Sainte-Soline, que beaucoup de blessés ont été victimes de ces affrontements. Et ce matin, on a monté un cairn souvenir sur la commune de Melle, en mémoire des graves blessés des affrontements de Sainte-Soline. Et voilà, je me suis dépêché, mais quand je suis arrivé à la gare, le taxi qui devait me prendre m'a dit « je suis là dans 5 minutes », il a pris d'autres clients de revenir, donc le quart d'heure il est là. Voilà, c'est les aléas d'un agenda qui est parfois un peu trop sur le fil du rasoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais, comme vous m'avez demandé d'intervenir sur 2 tables rondes, je vais rester vraiment sur la casquette du paysan. Je prendrai la casquette d'élu pour la table ronde d'après. Effectivement, l'enjeu des pesticides, il est fondamental, et moi qui suis agronome de formation,
je considère qu'on peut difficilement faire de l'agronomie quand on utilise des pesticides. Donc là, vous êtes, et la table ronde juste avant était plutôt sur l'angle santé, santé des riverains, santé de ceux qui utilisent des pesticides, santé de la nature aussi, hein, parce que l'utilisation des pesticides, c'est aussi des impacts violents pour la biodiversité, donc la nature. Et quand on fait de l'agronomie, justement, ce dont on doit s'approcher le plus, c'est d'un écosystème équilibré qui coopère avec la vie, coopère avec la nature, plutôt que de chercher à la mettre au pas, comme quand on utilise les pesticides. Moi, je considère que des approches agronomiques abouties sont des approches qui n'utilisent plus de pesticides. Et malgré ça, effectivement, quand on n'utilise plus de pesticides, on peut avoir des pratiques impactantes, tu l'as dit, sur la biodiversité, sur la vie des sols, et notamment quand on sort la charrue trop profondément. Donc c'est ça l'équation à résoudre, hein, c'est ça l'équation que tu as posée, que tu as très bien posée, et c'est celle-ci à laquelle j'ai essayé de m'attaquer également dans mon projet agricole. Et j'ai vite constaté qu'effectivement, on ne pouvait pas entrer dans une guerre de chapelle et dire si je fais de l'agriculture de conservation des sols, je ne dois absolument plus toucher les sols. Si je fais de l'agriculture de conservation des sols, c'est impossible sans le glyphosate. Quand on tombe dans cette guerre de chapelle, on est mort. Et donc moi, je fais de l'agriculture de conservation des sols, je le revendique. Je suis paysan depuis 2007 et je n'utilise plus de pesticides, donc pas de glyphosate. J'ai même pas le certificato pour utiliser des pesticides autorisés en agriculture biologique. Donc c'est vous dire si j'en utilise vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Mais je m'autorise, quand je n'arrive pas, que je sens que avec mon semi-direct sous couvert vivant, parce que mon couvert n'est pas assez développé, enfin il y a plein de bonnes raisons, hein, et on a, je pense, la faculté d'analyser le potentiel de réussite d'un semis au moment où on le réalise. Eh bien, je m'autorise, parce que je n'utilise pas le glyphosate, alors je n'utilise pas la charrue, moi, mais je m'autorise à utiliser un engin à disque pour essayer de trouver une parade à des solutions que je n'ai pas su trouver avec le couvert intermédiaire que j'ai installé entre deux cultures, parce qu'en vérité, quand on essaie de pratiquer cette agriculture sans pesticides, le moment stratégique, et tu l'as dit, hein, mais le moment stratégique, c'est la réussite du couvert intermédiaire. C'est-à-dire que si on réussit le couvert intermédiaire, on n'a pas besoin de travail du sol. Si on a réfléchi sur la mise en place d'un couvert intermédiaire, qu'on sait détruire autrement que par de la chimie, on s'en sort très très bien. Et moi, il m'arrive encore, avec satisfaction, de réussir des couverts intermédiaires et donc de faire des semis sans avoir à toucher le sol et sans avoir à utiliser de glyphosate, bien entendu. C'est pas une année comme 2024, je suis au regret de vous le dire, parce que cette année était un peu compliquée à mettre en place des couverts, et quand on a réussi à les mettre en place, ils ont beaucoup souffert parce qu'il y avait un petit peu d'excès d'eau, même si nos sols, et tu as raison de le dire, sont des sols qui percolent très bien, qui sont en capacité de recevoir des grosses pluviométries sans forcément être victimes d'excès d'eau, d'érosion, parce que l'eau circule sur le sol. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'imagine que certains d'entre vous ont vu Hugo Clément avec Sur le front, mais je vous invite à voir un film qui s'appelle Paysans du ciel et de la terre, qui est le film dont Hugo Clément a utilisé les images pour faire Sur le front. Donc il faut voir le film dans sa globalité, il dure 1h20. C'est un film remarquable sur le rôle du sol, sur la vie des sols et sur le rôle stratégique que remplissent les sols. Alors une fois que j'ai dit ça, se poser plein de questions. Donc comment est-ce que, sans utiliser de pesticides, bien sûr pour des raisons de santé, bien sûr pour des raisons de biodiversité, on réussit malgré tout à rester productif? Parce que dans les poncifs que tu n'as pas dit, sauf si tu l'as dit avant que j'arrive, c'est que vous commencez à nous faire rigoler, les clients qui ne veulent pas utiliser de pesticides, parce qu'il va falloir nourrir 9,5 milliards de personnes à la surface de la planète. On ne va pas commencer à affamer la planète avec vos délires d'écolos bobos qui veulent revenir à la bougie, prendre une douche froide par semaine et se mettre au bout du manche de la bedoche. Et donc on a l'obligation effectivement de rester suffisamment productif.
Alors quand même sur le glyphosate, parce que les gens qui sont les chevaliers blancs là, de l'agronomie avec l'agriculture de conservation des sols, ou plutôt les semis-directs sous couvert vivant à base de glyphosate, je vous rappelle quand même ce qu'est le glyphosate. La première homologation du glyphosate, bien avant qu'il soit homologué pour être un herbicide, c'est un chélateur qui était utilisé par les chauffagistes pour chélater les ions métalliques dans les canalisations et déboucher les canalisations. Donc, non, mais ça vous fait rire, mais je vous invite à réfléchir ce qu'implique l'utilisation d'un chélateur sur un sol agricole qu'on veut vivant. Ça veut dire qu'on va utiliser un chélateur qui va bloquer des ions métalliques qui potentiellement sont des nutriments de la plante indispensables au fonctionnement de la plante. Comme par exemple le magnésium, qui, si la plante n'en a pas, est en difficulté pour faire de la photosynthèse. Mettre des plantes en place sur une parcelle qui ne sait plus photosynthétiser, on a un petit souci là pour nourrir les 9,5 milliards de personnes qu'on voudrait nourrir. Et donc que font les gens qui utilisent du glyphosate et qui ont installé un chélateur sur leur champ? Eh bien, ils rapportent du magnésium extérieur, alors qu'ils en avaient dans leur sol, mais il est chélaté par le glyphosate. Et devinez qui vend le magnésium quand vous l'avez chélaté avec le glyphosate. Je ne vais pas plus loin, vous avez tout compris. La deuxième homologation du glyphosate, c'est celle qu'on connaît tous, c'est cet herbicide total d'une efficacité redoutable, paraît-il inoffensif, sauf que, et je reviens sur la problématique d'avant, moi quand au Parlement européen, alors j'avais dit que je ne parlerais pas avec, mais quand même, j'entends le directeur de l'EFSA nous présenter ce qui motive, et la Commission européenne d'ailleurs, nous présenter ce qui motive la réautorisation du glyphosate pour 10 ans. Et que, y compris dans le document transmis par Bayer pour faire l'évaluation du glyphosate, on nous dit que des mammifères exposés dans la durée risquent de contracter des cancers. Je saute de mon siège, je suis obligé de lever la main et de dire au directeur de l'EFSA, Agence sanitaire européenne, j'ai un scoop pour vous. Les êtres humains sont des mammifères. Nos enfants, quand on les met au monde, sont appelés à vivre plusieurs décennies. Je vois Franck qui se marre, parce qu'il l'a déjà entendu mon histoire, mais il l'a vécu en direct surtout. Et donc, j'ai un scoop pour vous les copains, c'est que là, vous êtes en train de me dire que c'est dangereux pour des mammifères à l'exposition dans la durée et c'est cancérogène, et il n'y aurait pas de problème à réutiliser le glyphosate 10 ans de plus. Et la réponse, et là c'est d'un cynisme sans borne, c'est de dire oui mais monsieur Biteau, vous qui êtes élu écologiste, vous n'allez quand même pas valider l'hypothèse que pour évaluer le glyphosate dans la durée, on utilise beaucoup d'animaux de laboratoire qui vont mourir pour faire l'expérimentation dans la durée. Donc là, forcément, je reprends d'autorité la parole et je lui dis mais pour le moment, tant que vous ne voulez pas faire ça, les animaux de laboratoire dont vous me parlez, c'est nos enfants. Donc quand est-ce qu'on arrête le massacre? Et donc, l'obligation de pratiquer une agriculture qui fait référence à l'agronomie, qui s'impose sans les pesticides, est quelque chose d'absolument devenu incontournable. Et puis, se rappeler de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on assiste globalement à une perte de productivité, que ce soit en blé, en maïs, depuis quelques années. Est-ce que c'est l'interdiction de molécules pesticides? Non, on n'a pas commencé. Est-ce que c'est la réduction de l'utilisation d'engrais de synthèse? Non, on n'a pas commencé non plus. Alors on nous dit, sur fond de crise agricole, qu'il faut desserrer les taux écologiques, que le pacte vert va tous nous planter, que ces écologistes sont insupportables. D'abord, les écologistes, depuis quand ils sont au pouvoir? Enfin, rappelez-moi le dernier président de la République écologiste, rappelez-moi le dernier Premier ministre écologique, rappelez-moi le dernier ministre de l'Agriculture écologiste. Moi, je ne m'en rappelle pas. Donc, s'il y a des mesures qui ne vont pas bien, c'est probablement pas de notre faute. Et la seconde chose, c'est que quand j'écoute les scientifiques qui évaluent les motifs de la perte de productivité de la ferme Europe, de la ferme France, c'est pas les substances de synthèse qu'on a supprimées, c'est pas le pacte vert, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique.
Donc, quand est-ce qu'on pratique une agriculture qui s'attaque frontalement à ces sujets-là? Eh bien, l'agriculture qui s'attaque frontalement à ces sujets-là, c'est une agriculture qui prend soin du sol, qui prend soin de sa fertilité, qui arrête d'utiliser les pesticides et les engrais de synthèse, et qui avance sur la reconstruction d'un écosystème en équilibre et qui garde ses facultés de production. Alors après, il faut être créatif, il faut être imaginatif, et t'as donné des exemples. Moi, j'ai commencé par, dès que j'ai arrivé, les premiers gestes que j'ai faits, j'ai planté des arbres. J'ai 90 hectares aujourd'hui en agroforesterie. Et je travaille et je cultive entre les arbres. J'ai arrêté de labourer, comme toi. Et j'ai essayé de trouver, je ne suis pas resté dans ce totem, plus de charrue, mais plus du tout de travail du sol. Quand j'ai besoin du travail du sol, je m'autorise à le faire. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Moi, je récupère une ferme qui a été pendant 35 ans en monoculture de maïs irrigué. J'ai un stock inestimable de kénopodes et d'amarante. Alors c'est des mauvaises herbes qui poussent avec le maïs. Inestimable. Quand je veux réussir un couvert intermédiaire, un petit travail du sol sur 2 cm, 2 cm et demi, je remets en situation ces semences de kénopodes et d'amarante à germer, et j'ai un couvert estival absolument remarquable, qui fait de la photosynthèse, qui est nitrophile et qui donc piège de l'azote qui pourrait s'en aller par les... Et c'est remarquable. Et faire un semi-direct sous couvert vivant, quand on a un couvert de kénopodes et d'amarante, c'est de la rigolade. C'est très facile à détruire avec un rouleau FACA, et en plus c'est gélif, donc si le rouleau n'a pas tout détruit, le gel passe par là et on est tranquille. Donc vous voyez bien qu'il faut être créatif. Et puis, dernier sujet, parce que je vois l'horloge, et j'ai dépassé d'1 minute, mais les mélanges, c'est important parce que tu as parlé des mélanges interspécifiques, et c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je produis 18 espèces végétales différentes, et elles sont toutes en mélange interspécifique. Du blé et de la févrole, c'est un mélange que j'aime beaucoup. Je fais du seigle avec des lentilles, je fais de la cameline avec des lentilles, tu l'as évoqué, de l'orge avec des pois verts, enfin, il y a plein de mélanges. Alors, effectivement, pour celui qui trie derrière, c'est pas toujours de la rigolade, mais quand on essaie de créer des mélanges où les plantes sont suffisamment éloignées, le triage est plus facile, et ça nous impose aussi de réfléchir au cycle de végétation pour que quand on amène la moisse batte, les 2 graines, la moissonneuse batteuse, pardon, les 2 graines soient à maturité. Et dernière remarque, tu as parlé de l'élevage. Effectivement, on a souvent tendance à associer élevage et agriculture plus propre, plus résiliente, en tout cas moins dépendante des engrais de synthèse. Moi, je pose une question quand même, c'est-à-dire qu'il faudra trouver d'autres réponses qui s'appuient sur l'agronomie que sur l'apport d'effluents d'élevage. Parce que si on pousse le raisonnement plus loin et qu'on imagine qu'on veuille passer des caps importants sur le développement de l'agriculture biologique, on nous parle de 25% en 2030 si on regarde le pacte vert, avec la copie de la France, on va avoir du mal, mais c'est la France qui va être le boulet de l'Europe, mais ça c'est un autre débat. Moi je pense qu'il faut qu'on aille bien au-delà de ces 25%. La trajectoire du développement de l'agriculture biologique, si on veut préserver le climat, la santé et la biodiversité, c'est 100%. Et donc, si on est dans une logique où on dit que pour développer l'agriculture biologique, on a besoin d'effluents d'élevage pour nourrir les sols, ça veut dire qu'on relance en même temps, alors c'est très à la mode depuis 2017, vous avez remarqué le en même temps, mais ça veut dire qu'en même temps, il faut qu'on remette à nouveau des animaux dans des bâtiments d'élevage pour pouvoir récupérer les effluents d'élevage. Donc là, on a un talon d'Achille quand même, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention avec ce réflexe qui consiste à dire on a besoin de l'élevage pour faire de l'agriculture biologique. Il va falloir qu'on trouve dans les pratiques agronomiques, c'est pour ça que j'aime beaucoup quand tu interviens, qui soient des solutions basées sur des facultés qu'ont nos plantes, et on a la chance, et c'est magique, par exemple, de pouvoir travailler avec des légumineuses, qui sont des plantes qui ont la faculté, par une symbiose avec une bactérie qui se fixe sur le système racinaire, de fixer l'azote atmosphérique. L'air qu'on respire est composé de 78% d'azote. Et on a des plantes qui savent la fixer. Cet azote est parfaitement gratuit, parfaitement inépuisable et parfaitement inoffensive. Eh bien, moi, je préfère qu'on travaille sur ces associations de culture, sur des couverts intermédiaires, comme tu l'as dit, qui vont permettre de nourrir ce sol, y compris en nutriments comme l'azote, plutôt que d'imaginer
dans un parallélisme des forces au développement de l'agriculture biologique, le développement de l'élevage concentrationnaire et intensif pour récupérer les effluents d'élevage. Voilà. Merci Benoît. Alors, donc, on a bien compris que l'agriculture biologique c'était une solution puisqu'elle n'utilise pas tous les produits qui posent les problèmes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, les impacts sur la santé, on n'utilise pas les produits, ben on réduit ces impacts-là. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était aussi une solution sur les problématiques des eaux. C'est-à-dire que souvent, on entend régulièrement que ben, il a beaucoup plu et donc il y a des inondations. Mais on comprend bien, avec ton témoignage, que l'agriculture est aussi une des raisons, pas la seule, hein, parce qu'il y a l'artificialisation des sols aussi, avec l'urbanisation, etc. Mais que le modèle agricole, il peut être un problème, favoriser les inondations, et donc, du coup, être aussi une solution sur la gestion des eaux, pour la faire rentrer dans les sols, au lieu que ça parte directement à la rivière. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Juste 30 secondes, mais c'est du tac au tac. Tu parles d'artificialisation des sols, on a le réflexe de dire artificialisation des sols, c'est le béton, c'est le goudron. Des sols labourés et mal labourés sont des sols artificialisés. Moi, je vous donne juste une valeur. Une prairie naturelle, quand il pleut, est capable d'infiltrer 110 mm de pluie par heure. Un sol labouré imperméabilisé, parce que moi j'ose dire que des sols labourés peuvent être des sols imperméabilisés, a une faculté de pénétration, d'infiltration de l'eau de 5 à 7 mm par heure. Voilà. Donc vous avez trouvé la réponse à votre question. Et puis les haies et l'agroforesterie, parce que j'ai aussi planté des haies, l'agroforesterie, des bois, tout ça c'est important pour faire pénétrer l'eau dans les sols et dans les nappes. Mais les prairies naturelles, et notamment sur alors on l'a vu cette année, on a pu repérer où étaient nos zones inondables. Ben, je pense que si on recommençait dans des prairies naturelles à ces endroits-là, on aurait une bien meilleure pénétration vers les nappes phréatiques. D'accord. Alors, Didier Manguy, sur la partie élevage, pardon, David, pardon. Sur la partie élevage porcin, du coup, les porcs que vous avez sur votre exploitation, ils sont essentiellement en bâtiment, ils sont essentiellement à l'extérieur. On a parlé des effluents un petit peu qui peuvent être valorisés comme amendement agricole. Comment ça se passe chez vous? Alors chez moi, les porcs sont en bâtiment. À une époque, il y a eu des animaux en plein air, mais malheureusement, on a été un petit peu embêtés avec nos amis les sangliers. Oui, ça c'est un autre sujet, effectivement. C'est un vrai sujet. Et un vrai sujet. Voilà, bon, pour faire rapide, ce sanglier qui nous a posé souci était porteur d'une maladie qui s'appelle la brucellose et qui provoquait l'avortement détruit. Donc après renouvellement du cheptel plusieurs fois en plein air, le problème était toujours là, donc on a été contraint pour le coup si on voulait continuer l'élevage, de mettre les animaux en bâtiment. Donc aujourd'hui, voilà, moi je suis sur un système de bâtiment, évidemment sur litière, avec un accès à l'extérieur, un petit accès à l'extérieur. Donc moi je valorise effectivement mes lisiers et mes fumiers sur mes parcelles. Mais voilà, pas uniquement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, voilà, j'ai intégré la luzerne dans mon assolement. J'ai pratiqué aussi les mélanges de couverts, pas les mélanges de couverts, les mélanges de cultures à un moment donné. Alors effectivement, il y a eu la question du tri ensuite qui s'est posée. Quand on fait des céréales destinées à l'alimentation humaine, comme l'a expliqué Laurent tout à l'heure, effectivement des petites graines de févrole, ça peut poser souci. Bon, c'est pas impossible, on arrive à le faire, mais les personnes qui trient derrière, souvent sont un petit peu embêtées. Donc voilà, moi mon système il est basé un petit peu sur ça. J'ai évoqué tout à l'heure justement l'idée que pour moi les systèmes les plus efficients en bio sont à mélanger avec de l'élevage. Oui, pour moi c'est un sens ça. Mais pas je parle pas d'élevage à grande échelle. Voilà, il faut que ça soit un tout en fait. Il faut que le système soit équilibré.
qui est de l'élevage, et pas sur des fermes qui dépassent l'entendement en termes de taille. Mais il faut vraiment que ce système-là soit équilibré, aussi bien au niveau des apports en matière organique sur les parcelles qu'au niveau de la nourriture apportée aux animaux à partir des cultures faites sur la ferme. Voilà. Alors, en élevage porcin, c'est un peu limité. En élevage de ruminants, je pense que c'est quand même plus logique, c'est plus efficient par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure avec les rotations en prairie sur les parcelles. J'ai un voisin à côté de chez moi qui est en bio, qui fonctionne comme ça, et enfin, son système, il roule tout seul, quoi. Voilà, les rotations de cultures, de parcelles, les bovins qui vont pâturer, voilà, pour moi, c'est le système c'est un système qui fonctionne bien. Voilà. Et après, tout ce qui a été évoqué avant, tout ce qui est en interculture, les couverts végétaux. Alors moi, je pratique pas le semi-direct. J'ai pas réussi encore à trouver le truc, la technique. Donc je suis un système labour, je laboure. Alors je fais des labours un peu comme l'évoquait Laurent tout à l'heure, des labours pas très profonds, quoi, avec ce qu'on a maintenant comme outil qu'on appelle des charrues déchaumeuses, donc qui permettent de faire des labours superficiels, et c'est des outils qui nous permettent d'obtenir de bons résultats, et surtout pas du labour systématique non plus. Voilà, c'est souvent sur les cultures de printemps que moi je pratique le labour. Sur tout ce qui est culture d'automne, je pense au blé, tout ce qui est blé, orge, toutes les céréales semées à l'automne. Là, je pratique pas du tout de labour. Et après, pour les cultures de printemps, des couverts systématiques pour passer l'hiver. Pour effectivement. Moi aussi, à un moment donné, l'agriculture de conservation, avant de passer en bio. J'ai beaucoup étudié le sujet, je m'y suis pas lancé, encore une fois pour la raison qu'évoquait Laurent tout à l'heure, c'est parce que l'utilisation du glyphosate me posait un gros problème et que je ne me voyais pas partir sur un autre système tout en étant contraint à ce moment-là, moi c'était ça, de devoir utiliser le glyphosate. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai plutôt pris le virage vers le bio. Et aujourd'hui, moi ma première satisfaction la première année où j'ai semé mon blé en bio, c'était de pouvoir remplir mon semoir sans prendre de gants. Parce qu'il faut savoir que les blés en conventionnel, ils sont systématiquement enrobés d'un produit qui évite le développement de certaines maladies, etc., certains champignons. Et moi, ma première satisfaction, en fait, le jour où j'ai rempli mon semoir, c'était de pouvoir mettre les mains dans le semoir sans avoir à prendre de gants et de masques. Voilà, donc, et puis le premier outil que j'ai vendu, c'était le pulvérisateur aussi. Voilà, donc, et aujourd'hui, je ferai pas machine arrière, ça c'est certain. Même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se déconvertissent par rapport à plus, mais bon, ceux-là se déconvertissent pour des mauvaises raisons. Ces gens-là qui se sont convertis à un moment donné, c'était plus, entre guillemets, des opportunistes qui ont voulu bénéficier des aides à la conversion. Et alors, un petit point de détail que je voudrais donner. Quand moi je suis passé en bio, donc les aides à la conversion étaient données sur 5 ans. Et il faut savoir que l'engagement à rester en bio était aussi de 5 ans. Donc, je pense que tout le monde a déjà pigé que la personne qui n'était pas forcément convaincue par le bio s'est dit bon, moi je passe en bio, je vais prendre les aides, et puis au bout de 5 ans, si ça ne marche pas, hop, machine arrière, et j'aurais pris les aides et merci, au revoir. Donc il y en a eu un paquet, et aujourd'hui tous ceux qui se déconvertissent parce que la filière est en difficulté, c'est ceux-là en fait. C'est ceux qui le bio n'ont pas fait ça par idéologie ou par principe, mais par je sais pas quoi, par opportunisme. Oui, un effet d'aubaine, et voilà, ces gens-là n'ont pas fait ça vraiment par ce biais-là, quoi. Ouais, on va prendre des... L'agrément bio est quand même très cher. L'agrément bio est très cher, donc peut-être qu'il y a des gens qui sont pas opportunistes, qui arrêtent de payer l'agrément et qui sont toujours presque bio, quoi. Oh non, là, moi parce que là, oui, effectivement, on paye parce qu'on est contrôlé tous les ans, voire 2 fois par an, donc sur toutes nos pratiques liées au bio. Moi, par exemple, pour ma ferme, je paye à peu près 700 € par an.
pour être contrôlés, en fait. Et en fait, non, je pense pas que ça soit les gens qui arrêtent, non. C'est que ils voient que ça tourne au vinaigre, les prix, et puis ils partent. Ouais, c'est un argument qu'utilisent ceux qui veulent pas continuer, mais c'est un faux débat en vérité. C'est-à-dire qu'en vérité, le coût de la certification est nettement inférieur aux aides publiques qu'on peut espérer quand on a la certification. C'est-à-dire que même si l'éco-régime de la PAC est trop faible, même si tout ça, en vérité, ça finance très confortablement la certification à l'agriculture biologique. Donc ça, c'est un faux débat, c'est un alibi fallacieux, moi j'appelle ça. Juste, je veux pas que tu te méprennes quand j'ai dit il faut pas relancer l'élevage. Tout à l'heure, je savais pas que tu avais parlé de l'élevage. Je donne un autre exemple. Moi, j'ai parlé des effluents d'élevage. Mais je suis éleveur, et moi, j'ai besoin aussi, en tête de rotation en tant que céréalier, de m'appuyer sur des luzernes. Tête de rotation basée sur des luzernes, c'est quand même assez magique, parce qu'on récupère des parcelles propres, on récupère une structure du sol parfaite, on récupère des stocks d'azote qui sont extrêmement intéressants pour des céréales. Donc je pratique la luzerne. Et la valorisation de la luzerne, jusqu'à nouvel ordre, c'est les herbivores. Hein. Donc moi, à partir du moment, et j'ai repris une ferme où il n'y avait plus du tout d'élevage, mais je savais que la luzerne était un acteur important de la rotation de mes cultures, et donc j'ai remis de la luzerne, et le meilleur moyen que j'ai trouvé de valoriser mes têtes de rotation en luzerne, ça a été de ramener de l'élevage. Et donc vous mettez des chèvres dans une chèvrerie, vous leur donnez de la luzerne, vous collectez du lait, vous faites du fromage, et donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut renoncer complètement à l'élevage, je dis juste qu'il ne faut pas imaginer le développement de l'agriculture biologique dans un parallélisme des formes avec la disponibilité des effluents d'élevage nécessaires pour réussir l'agriculture biologique. Je dis juste ça, mais c'est important de le dire, je n'étais pas en train de dire qu'il faut renoncer aux activités d'élevage, que les choses soient claires. Oui, c'était juste pour préciser sur les effluents d'élevage. Moi j'en ai mis beaucoup, j'en ai utilisé beaucoup, j'avais plus de 400 chèvres. Donc je mettais 15 tonnes de fumier tous les ans. Et par contre j'ai abusé de luzerne, parce que la luzerne revenait trop souvent, et la cuscute je l'ai encore. Et je l'ai encore sur des lentilles, je l'ai encore sur les... Même sur la cameline, je n'avais pas imaginé ça, mais bon, dure. La cameline dure... C'est une plante parasite. Il faut que tu dises que c'est ce qu'est la cuscute. Oui, la cuscute, c'est une plante parasite qui se greffe sur les systèmes racinaires, qui aime bien les légumineuses, et qui peut passer d'une légumineuse à une autre. Pas toutes, mais beaucoup. Et donc, c'est assez problématique, et on l'a pour des décennies. Je fais une différence dans les effluents aussi, de par mon expérience. Il y a des médecins là, qui le savent de quoi je vais parler. On parle des microbiotes, des fois. On nous invite à manger, par exemple, des fromages non pasteurisés, au lait non pasteurisé, ou du pain au levain. C'est pour réensemencer nos microbiotes. Et bien, nos sols, c'est la même chose, mais dans un effluent d'élevage de bâtiments et effluents d'élevage qui pâturent, c'est exactement la même chose que les ferments lactiques des fromages au lait cru. Une vache qui bouse en broutant, elle réensemence la microbiote de nos sols beaucoup plus sérieusement que des effluents d'élevage qui ont traîné dans des fosses alisiers ou dans des tas de fumier couverts. Voilà. Bien, alors moi je suis Jacques Brie et je suis administrateur à la Maison de l'Agriculture biologique. Et à ce titre, en fait, il faut dire que pour la Charente, c'est l'organisme qui développe l'agriculture biologique, beaucoup plus que peut le faire la Chambre. Hein, voilà. Et je voudrais ajouter que, en fait, et chacun d'entre nous, consommateurs, dans nos choix, nous pouvons aussi développer l'agriculture biologique. Voilà, merci. Pas une question. Oui, ouais, voilà. Alors, j'en profite, effectivement. J'avais fait la remarque sur la première table ronde qu'il n'y avait que des hommes. On a fait rebelote, et puis les premières questions, c'est encore des hommes, donc on va laisser la parole aux femmes. Alors, juste, je voudrais réagir par rapport aux problématiques de valorisation des cultures en bio aujourd'hui, avec des difficultés. Moi, j'ai un regard par rapport à ce qu'on a vécu avec le confinement et le Covid. En fait, au moment du Covid, il y a eu une demande en bio qui a quand même plutôt explosé.
Alors, il y avait moi j'analyse ça comme ça, il y avait deux facteurs principaux. Un facteur mécanique tout bête, qui était simplement que il y a un certain nombre de gens qui mangent bio chez eux, et que on mangeait plus jamais chez nous, enfin plus jamais à l'extérieur, où à l'extérieur il y a une offre bio qui est très faible, et donc on mangeait que chez nous, et donc mécaniquement, la demande en bio elle a augmenté parce qu'on s'est mis à manger chez nous tous les jours, tout le temps, puisqu'il n'y avait plus de restauration collective. Donc ça montre un peu l'inadéquation de la restauration collective par rapport aux attentes des gens, puisque chez eux, ils mangent plus bio que quand ils sont en restauration collective. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y avait aussi peut-être aussi des attentions particulières sur la santé à ce moment-là. Mais voilà, donc j'espère que ceux qui ont fait l'effort de se convertir en bio, on va trouver des moyens, et on développera peut-être dans la troisième table ronde des leviers pour faire un appel sur la demande. Parce que c'est une dame, on va essayer. Et que la question est bonne. Bonjour. Moi, je suis du verbe suivre. Je suis les conférences sur l'agriculture, sur l'abandon du glyphosate, sur les méfaits du glyphosate depuis des années. Et j'avais donné un peu ma confiance à Marc Sellos, que j'ai entendu dans beaucoup d'interviews, dans des films qui nous apportent la bonne parole. Et dernièrement, je l'ai entendu dire qu'il préférait un petit coup de glyphosate qu'un labour. Alors, ça m'interroge. Voilà. J'ai entendu la même chose chez moi, dans une fosse que j'ai fait dans mes champs, de la part de Claude Bourguignon. Ça fait bizarre, c'est filmé. Hein. Chez moi, ça a été filmé. Et en effet, j'avais passé un coup de déchômeur parce qu'il y avait la renouée des oiseaux qui commençait à être très très dense. J'avais passé un coup de... Il faisait 40 degrés, alors tout le monde lui a dit, attendez, à 40 degrés, on n'applique pas du glyphosate à 40 degrés, ça sert à rien. Donc voilà, quand on veut arrêter une invasion, l'outil... bon, ça fait bizarre d'entendre Claude Bourguignon qui faisait la... Combien de temps? C'était 2005. Non, 2012. Marc Sellos, c'était dans les 4-5 derniers mois. Oui. Je vais essayer de positiver quand même. Effectivement, j'ai entendu Claude Elia Bourguignon dire un petit coup de glyphosate, c'est pas mauvais. J'ai entendu Marc-André Sellos et il m'agace quand il fait ça, et je lui ai déjà dit, comme je vous le dis là, j'ai dit tu m'agaces Marc-André quand tu parles du glyphosate comme ça. Et le chemin, ils sont en chemin. Donc j'ai déjeuné avec Claude Bourguignon il y a 2 mois à peu près. Il vous dira plus jamais qu'un coup de glyphosate c'est anodin, c'est fini, je te rassure. Bon, mais il a eu peur parce qu'il a fait un petit AVC aussi, hein, donc il se pose des questions. Hein. Non mais c'est triste à dire, hein, mais ça l'a tapé quand même. Hein. Et puis Marc-André, à force de l'engueuler, parce que je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'engueuler, quand il fait des sorties comme ça, est quand même parti, parce que Marc-André, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais il a quand même un petit défaut, je m'autorise à vous le dire parce que je lui ai dit en direct, c'est qu'il faudrait qu'il sorte un petit peu de son laboratoire et qu'il aille un petit peu voir ce qui se passe dans les champs, et qu'il aille à la rencontre de ceux qui portent les alternatives. C'est-à-dire que quand on va voir les gens qui utilisent les glyphosates, ils vont bien sûr vous trouver des arguments pour dire c'est merveilleux le glyphosate. Je lui dis Marc-André, change un peu ton répertoire, ouvre ton répertoire sur des gens qui réussissent des choses agronomiquement parlant efficaces et qui n'utilisent plus le glyphosate, va voir cela aussi. Et donc il a fait ça, et je reviens sur mon film Paysans du ciel et de la terre, c'est par le biais de ce film-là qu'il est en chemin et qu'il comprend que... il va falloir qu'on réussisse à faire de l'agriculture conservation des sols sans glyphosate. Donc il est en train de bouger et ses dernières interventions m'agacent beaucoup moins que celles d'il y a encore 6 mois. Oui, je suis là. Benoît l'a évoqué tout à l'heure, on parle de culture, d'agriculture, mais c'est bien pour nous alimenter. Donc le lien entre notre façon de nous alimenter et l'agriculture, et ça a été évoqué aussi tout à l'heure, hein, face à des problématiques auxquelles on est confronté, l'évolution du climat, l'effondrement de la biodiversité, enfin, l'activité humaine globalement. Donc quelque part, il y a
une vraie transition à opérer dans la façon de nous nourrir. Il y a un chercheur qui s'appelle François Collard-du-Tilleul qui a écrit un bouquin vachement intéressant qui s'appelle « Nourrir, : quand la démocratie alimentaire passe à table ». Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme ce que certains ont intérêt à produire plutôt que de produire ce qu'on a intérêt à consommer. Et quelque part, l'enjeu, il est là. Alors, moi, encore une fois, en tant qu'élu, j'essaie de faire le job, et notamment sur éduquer les enfants à des changements de comportement alimentaire, à introduire beaucoup plus de protéines végétales. J'apporte faire le cycle de l'azote qui a été évoqué tout à l'heure. Essayer de consommer le plus local possible, de diminuer aussi quelque part les intermédiaires, d'être le plus en direct possible avec nos producteurs pour aller vers une juste rémunération. Et effectivement, Benoît l'a dit tout à l'heure, la FNSEA a beau jeu, M. Dagneau, notamment en Charente, le dit à qui veut l'entendre, ces bio-là qui vont effectivement, quelque part, affamer le monde. Mais c'est bien nos systèmes alimentaires, quelque part, qui déconnent complètement. Enfin voilà, c'était juste un témoignage que je voulais apporter. Alors, la restauration collective peut amorcer des pompes, c'est important, mais c'est pas suffisant, parce qu'il va falloir se pencher aussi sur l'accès justement à cette nourriture locale, la moins transformée possible, à l'ensemble de la population. Donc il y a un rôle de prévention et d'éducation qui est énorme à mener pour justement vous accompagner, vous agriculteurs, dans ces démarches-là. Je fais un petit teasing, je ne réponds pas à la question, ni de Jacques Brie tout à l'heure, ni à la tienne, sur le bio, parce que je me garde la réponse pour la table ronde d'après, si tu veux bien. Alors, je voudrais juste réagir. Local, c'est pas forcément bio, hein. Donc il faut faire attention parce que on a aussi des détracteurs qui utilisent ce levier-là pour vendre du local, plein de pesticides, et il faut s'en méfier. Oui, bonsoir. Il y a quand même un problème de prix, je pense notamment à la viande, quand on va dans Biocoop ou d'autres magasins. Le prix est quand même extrêmement élevé pour le porc et même du poulet. Les gens, moi je ne mange que bio depuis des années, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus se payer le luxe des produits bio. Bon, on connaît les arguments qu'il faut manger moins de viande. Je te fais la même réponse dans la table ronde d'après, je pense que je t'apporterai la réponse. Mais moi j'entends ça tout le temps. Les gens ils me disent mais je peux plus. Moi j'ai 3 enfants, je peux plus me payer ce genre de luxe. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Avant, juste au niveau de Génération Future, on avait fait il y a quelques années des expérimentations comme ça. Alors ça ne marche pas pour tout le monde, il faut quand même avoir des gens qui ont les moyens de se nourrir déjà, comme de base c'est pas le cas de tout le monde en France malheureusement, hein. Mais on avait pris des familles diversifiées, des couples, d'autres avec des enfants, etc. On a été allé faire les courses avec eux pour regarder ce qu'ils achetaient, combien ils dépensaient. Et on avait, donc c'était bien sûr des volontaires, on les avait accompagnés pendant plusieurs semaines en leur donnant des conseils. Et ça a été un succès à 100%. C'est-à-dire toutes les familles à qui on a pu donner des conseils, elles ont réussi à passer à une alimentation 100% biologique à iso-budget. Et bien sûr, un des leviers, vous l'avez évoqué vous-même, madame, c'est de réduire la portion carnée, parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Et dès qu'on réduit un petit peu la viande, à ce moment-là, ça dégage des marges de manœuvre pour pouvoir s'acheter des produits de meilleure qualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les magasins, le bio est quand même plus cher. Alors, a fortiori, dans les magasins qui ne sont pas spécialisés, parce qu'ils marchent souvent davantage, je pense. Mais globalement, là, on est plutôt sur des questions de coûts de production et de construction des coûts de production. Et de politique publique défaillante. Voilà. Oui, et puis on peut parler du lait aussi. Hein, quand le lait de vache actuellement en conventionnel il est payé 43 centimes, en bio dans certaines régions il ne paye que 45 à 50 centimes parce que ça chute. Bon, et pourtant dans les grandes surfaces, c'est plus la même différence. Hein. Donc voilà, le prix, quand on le prend chez l'agriculteur, on le paye beaucoup moins cher, même transformé, que dans la grande distribution, tout ça. Autre problématique, ce qui a été un choc culturel pour moi, quand je suis passé en bio,
Moi, je n'amène rien. Je n'achète pas d'engrais bio. Ça existe, les engrais bio. Donc, je travaille plutôt sur les rotations. Mais tout ce qui est légumineuse en bio, on est sur des rendements autour de 90, 80 à 90% de ce qui se fait en conventionnel. Même 100%, parfois mieux que les conventionnels. J'ai eu des récoltes, j'étais meilleur que les conventionnels. En légumineuses, en tournesol, en les maïs, en silage, parfois avec les semences population, on est largement aussi bon que les conventionnels en non irrigués, parce que j'avais pas d'irrigation. Par contre, sur les céréales, on est d'accord, sans azote, on est des rendements à 50%, voire le tiers. Voilà. On n'a plus de... L'avantage en bio, moi, ce que j'ai constaté sur ma ferme, c'est pas bon, il y a un meilleur prix, mais il y a surtout plus d'achat d'intrants et de pesticides. Et ça, économiquement, c'est ce qui nous a sauvés. Ne plus avoir à acheter, il n'y a plus de facture, très peu. Mais par contre, quand vous avez 3 fois moins de rendement avec une céréale, les animaux qui consomment les céréales, donc les poulets, enfin les monogastriques, les poulets, les cochons, ça fait une différence que vous avez certainement moins avec des bovins et surtout qui mangent de l'herbe. Mais voyez, parce que l'herbe, même l'herbe en bio, ça produit largement autant que le conventionnel. Une des réponses quand même, on l'a évoqué tous les deux, c'est l'association d'espèces. C'est-à-dire que ceux qui jugulent le fait qu'un blé en bio, certes, produit moins quand il est en bio que quand il est en conventionnel, est quand même bien jugulé par le fait que quand on met la moissonneuse-batteuse dans le champ et que quand on récolte avec le blé une autre graine, il y a quand même sur la productivité de ta parcelle, la productivité non plus d'une espèce, mais de 2 espèces. Et donc, du coup, ça atténue quand même fortement la baisse de productivité des céréales, parce qu'elles ne sont pas des légumineuses, enfin bon, on va pas faire un cours technique, mais effectivement, ça c'est quand même un moyen. Je ne vais pas donner la partie politique de la réponse sur le prix du bio, je vais vous donner quand même, pour prolonger, parce que tu as ouvert un truc et je voudrais passer l'étape supérieure, c'est la dimension de satiété. C'est-à-dire que quand vous avez des produits qui sont blindés de pesticides et d'engrais de synthèse et qui ont été obtenus avec ces pratiques-là, il vous faut une ration en volume, en valeur absolue, plus importante qu'un produit qui est concentré en nutriments comme le produit de la bio. Alors quand vous regardez le prix et que vous ne vous arrêtez qu'à ça, du prix au kilo du produit bio par rapport au produit pas bio, effectivement, le produit au kilo est plus cher en bio que quand il n'est pas bio. Sauf que ce qu'il faut raisonner, et c'est pour ça qu'on arrive à des rations iso-budget, c'est qu'une ration au même niveau de satiété, c'est-à-dire cette sensation de plus faim, la dimension d'une ration qui vous a suffisamment nourri, nécessite moins de quantité pour obtenir le même niveau que des produits qui ne sont pas bio. Et donc le fait de réduire la quantité pour avoir le même niveau nutritif, le même niveau de satiété, fait que la ration n'est pas fondamentalement plus chère. Donc ce raisonnement, et c'est les antibiotiques qui nous l'amènent sur la table en disant regardez le prix d'un kilo de bœuf bio, le prix d'un kilo de bœuf non bio. C'est eux qui nous amènent sur ce terrain-là. Nous, il faut qu'on sache prendre le contre-pied et leur dire mais attendez, quand on a besoin de 300 grammes de votre bœuf pour ne plus avoir faim et avoir le même niveau de nutriments, en bio, avec 180, ça fait le même boulot. Et donc, du coup, le prix de la ration, il n'est plus tout à fait le même. Oui. Bien vu. Oui, le bio, ça va souvent de pair avec la vente directe. Donc, déjà, la vente directe, c'est quand même un autre métier. Et ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pensez de l'organisation des filières de commercialisation pour des producteurs qui ne se sentiraient pas en capacité d'assumer de la vente directe. Est-ce que ces filières-là, pour vous, sont efficientes à l'heure actuelle? Je vais faire un constat rapide. Moi, je vis les deux. C'est-à-dire que toutes mes productions animales sont transformées, j'ai un labo, une boutique, et sont transformées et commercialisées à la ferme. J'ai une boutique qui est ouverte 5 jours par semaine de 11 à 13 heures. Toutes mes productions animales passent par là, que ce soit la viande ou le lait.
Donc j'ai l'expérience de la vente directe, et toutes mes productions végétales passent par une coopérative. Et la principale filière de diffusion, c'est Biocoop. Les deux fonctionnent. Et moi, je le dis, hein, c'est pas parce que j'ai une boutique à la ferme, moi je préfère la solution où j'ai pas besoin de l'astreinte à la ferme, voilà. Mais des filières longues, et j'ai commencé à explorer pour essayer peut-être de me décharger de la vente directe, de travailler aussi pour mes productions animales avec Biocoop, et je commence à travailler avec de Biocoop, et j'espère réussir à passer 100% de mes productions animales via Biocoop et ne plus avoir effectivement la lourdeur de la gestion d'une boutique à la ferme. Moi c'est un petit peu pareil, en fait, c'est un autre métier en fait. Que ce soit la transformation ou la vente, c'est d'autres métiers. Moi, mon métier, à la base, c'est élever des porcs et puis m'occuper de mes cultures. Et je fais un petit peu de vente de colis aussi, mais c'est anecdotique parce que j'ai de la demande et puis voilà. Je suis content de satisfaire aussi les personnes qui me demandent, mais en fait, moi demain, je ne vais pas monter un atelier de transformation à la ferme, me mettre à découper de la viande et tout ça, parce que c'est pas mon métier. Et pour ça, je préfère laisser faire ceux qui savent faire, en fait. Et, si les porcs ne sont plus ramassés, et si le lait n'est plus ramassé, comment faites-vous? je pense qu'il y aura toujours du monde pour s'occuper de cette filière-là, à partir du moment où derrière il y a une demande. Mais c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Vous nous avez parlé de la vente directe. Moi, je n'ai pas dit que je voulais renoncer à la transformation de mes produits. Je vous ai dit que je voulais fermer ma boutique. C'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, moi, avec 40 chefs, j'ai aucun espoir que Terra Lacta vienne chercher mon lait de chèvre, et j'ai pas envie de leur donner en vérité. J'ai pas envie de leur donner une goutte de mon lait. J'ai pas envie que mon lait de chèvre poitevine, qui ne mange que de l'herbe, qui est en plein air toute l'année, finisse dans la fosse commune du lait de chèvre qui mange de l'ensilage de maïs, du soja. J'ai pas envie. Et donc, moi, transformer mon produit, c'est pas un problème. Le sujet, c'est la relation avec les gens. Moi, j'habite près de Royan. Je peux vous dire qu'en juillet-août, il y a des gens, on les accueille, c'est une purge. Enfin, je vous le dis comme je le pense. Hein. C'est une purge. Ils viennent pour faire caresser 3 chevreaux et demi à leurs gamins dans la chèvrerie, et ils repartent avec un fromage à 3,50 €. Et nous, on a passé 3 heures. Et ben, moi, je vous dis que ça, je veux plus le faire. Je veux plus le faire. J'en ai par-dessus la casquette. En revanche, ramasser mon lait, traire mes chèvres, transformer le lait derrière chaque traite, parce que je ne réfrigérerai pas, bon, vous avez compris. Ça me pose aucun problème. Aller à l'atelier de découpe, comme tu disais, alors c'est pas... Mais moi je le fais un peu. Transformer mes produits carnés en gigot, ou en saucisson, ou en pâté, je trouve ça génial. Alors c'est peut-être parce que je suis un gros ours et que je vois trop de monde dans ma vie en ce moment, que j'ai pas envie quand je suis chez moi de voir encore du monde. C'est peut-être ça l'explication, mais c'est pas tout à fait le même sujet. Et donc effectivement, il y a le sujet de la transformation, et il y a le sujet, mais c'est pas le même sujet, je tiens à apporter la subtilité. Et moi je vous dis que je vais sûrement trouver des solutions pour ne plus vendre, mais sûrement pas de cesser de transformer, parce que c'est hors de question que je donne mon lait de chèvre de poitevine, je répète, en plein air intégral et en bio à Terra Lacta. C'est hors de question. Il y a un intermédiaire supplémentaire quand même. Oui, bien sûr, mais il y a des choses qu'on ne quantifie pas, et être peinard chez soi, avoir personne qui va appuyer sur le bouton de la sonnette pour acheter un fromage à 3,50 €, je peux vous dire que ça a du prix aussi. Pour compléter, nous on a parlé de Chassagne tout à l'heure, moi j'imagine plus la commercialisation de ce que je produis par l'intermédiaire de petits groupements de ce type-là. Aujourd'hui, Chassagne, on est 15-20 producteurs, voilà, on a un outil qui nous permet de faire du très bon travail, d'aller jusqu'au produit fini, et moi, à mon niveau, je l'envisage plutôt de cette manière-là. Et là, ça reste malgré tout de la filière courte, on commercialise dans les Biocoop, dans plein de petits magasins locaux, etc. Donc moi, je le vois plutôt sous cet angle-là. Moi, je voudrais intervenir, et c'est plutôt une réflexion que je me fais.
Et je ne sais pas si je dois la poser ici ou je dois la poser au débat politique qui va suivre. Mais de la discussion qu'on a, et puis c'est pas nouveau, et je le partage, en dehors du bio, il n'y a pas de salut. Mais qu'en est-il de la situation globale? Aujourd'hui, on voit bien que le développement de la bio, quelque part, est bloqué. Quelles sont les réponses qu'on peut apporter? Alors, c'est sûr qu'on a un rôle à jouer au niveau de la consommation, mais quand on regarde les productions de notre région, eh bien, la part de l'agriculture pour la consommation est limitée, puisque beaucoup des cultures vont au port de La Rochelle pour aller ailleurs. Donc, ce n'est pas par la politique d'exportation, évidemment, qu'on va avancer. Alors, et quand je vois que les gens qui ont essayé la bio par opportunisme économique, eh ben, ne continuent pas parce que ça ne répond pas à ce qu'ils attendent, n'empêche que l'aspect économique est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté non plus. Alors, je me permets de poser la question, est-ce qu'il y a une forme d'agriculture intermédiaire pour passer le cap? C'est-à-dire une agriculture qui utiliserait moins d'intrants. Alors je vais être précis. Par exemple, utiliser 50% des engrais solubles qui sont utilisés actuellement, supprimer les CMR par exemple, et tout ce qui est nocif au point de vue pesticides. Et puis c'est vrai que le catalogue est assez conséquent et je ne sais pas trop si on peut y arriver facilement. Mais je pose cette question pour nous, mais je la pose aussi aux politiques, parce qu'on voit bien qu'il y a eu les manifestations des agriculteurs, et on voit bien aussi que la démarche des grandes surfaces de proposer des produits bon marché ne va pas dans notre sens. À vous de répondre. Merci. Alors André, moi la première partie de ta question, je la réserve pour la deuxième table ronde, ça c'est clair. Parce que les réponses sur la filière bio en panne, c'est pour moi des réponses politiques à proposer, donc je ne vais pas répondre là-dessus. C'est le teasing, tu l'auras tout à l'heure la réponse. En revanche, sur la deuxième partie, sur la réduction des pesticides, sur la réduction des engrais de synthèse, là on est dans le sujet de cette table ronde, il me semble. Aujourd'hui, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Parce qu'on est au milieu du gué quand on fait ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu utilises du glyphosate à 1 litre au lieu de 2 que tu n'as pas les mêmes effets dévastateurs. Aujourd'hui, les scientifiques, et je vois mes deux collègues au fond là-bas qui travaillent sur les problématiques de santé, sont sortis de cette logique qui consiste à dire que la dangerosité est liée à la dose d'exposition. C'est plus ça le sujet. Aujourd'hui, et même Bayer le dit dans son dossier qu'il a transmis à l'EFSA pour la réhomologation, aujourd'hui c'est l'exposition quelle que soit la dose. Et je parle de la santé publique et je parle de la biodiversité. Donc cette trajectoire qui reste au milieu du gué, qui consiste à dire on va réduire de 50%, on va réduire de 50% et les pesticides et les engrais de synthèse, n'est pas la bonne trajectoire. Elle ne règle rien, elle transfère juste une dépendance à beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais de synthèse, à moins de pesticides, moins d'engrais de synthèse, mais une dépendance à la robotique, une dépendance au numérique, une dépendance à la génétique, un sujet que tu adores, André, qui s'appelle les OGM. Et donc, c'est pas la bonne réponse. C'est-à-dire que ces réponses solutionnistes, technicistes, ne sont pas la bonne réponse. C'est un nouveau piège tendu dans lequel les agriculteurs peuvent tomber et dans lequel ils peuvent être les premières victimes. Mais au bout du bout, si on ne fait que la moitié du chemin, eh bien on ne règle rien du tout. Et on est là, au milieu du gué, et quand l'eau monte, comme ça arrive de temps en temps, eh bien on se noie. Oui, une petite question, Benoît, parce que je sais que tu en fais très bien la démonstration. On n'a pas parlé, je reviens sur les coûts de la bio et les coûts du conventionnel. On n'a pas parlé des coûts externalisés, des coûts cachés d'utilisation de pesticides et des coûts cachés de l'agriculture conventionnelle qui coûtent extrêmement cher à notre société. Et si on devait prendre en considération tous les coûts cachés, on paierait, l'exemple de la salade des parents, je pense que tu peux le faire. Oui, mais Franck, c'est pas que je veux pas te répondre, et tu le sais que je veux bien te répondre.
je ne veux pas sortir du sujet de cette table ronde et je vais rapporter ça. Il y a eu beaucoup de questions autour de la crise de la bio et là, depuis on tourne autour. Mais si tu veux bien, j'apporterai les réponses dans la table ronde après. Oui, alors moi je voulais vous poser une question, je ne sais pas si ça va dans ce thème-là. C'était au sujet du revenu du paysan. Parce qu'on entend beaucoup que les paysans sont en souffrance par rapport à leurs revenus et au travail fourni. Et moi je me pose la question, moi je suis pour le bio local le plus possible. Voilà, j'aime bien connaître la personne qui produit ce que je mange et tout. Mais je veux que cette consommation puisse vous faire vivre de façon le mieux possible pour vous aussi par rapport au travail que vous fournissez. Donc est-ce que ce bio qu'on voudrait, et est-ce que c'est possible par rapport à ces grandes cultures que nous voyons, et est-ce que ces grandes cultures peuvent aller vers le bio par rapport aux contraintes que ça qu'il y a, quoi. Voilà. Merci. Je vais garder une partie de la réponse parce qu'une partie de la réponse est le petit public, mais il y a une partie de la réponse qui est aussi qui concerne cette table ronde, c'est-à-dire que pour faire le revenu d'un agriculteur, je parle de la part du revenu qui est liée à son activité de production et donc de vente. Et il y a deux façons de faire du revenu, enfin en tout cas il y a deux paramètres de construction du revenu. Un paramètre que les agriculteurs aiment beaucoup, ceux qui sont dans la culture du record, vous savez, ceux qui sont un peu phalliques, là, il faut que j'ai le plus gros tracteur, la plus grosse moisse-balle, vous savez, c'est les joueurs de rugby à la douche, qui, voilà, c'est la même logique. Allez, j'arrête, parce que je vais finir encore sur un terrain voilà, glissant. Donc, non mais oui, de La Rochelle d'ailleurs, ceux qui avaient fait les calendriers, c'était pas les Rochelais, c'est pareil. Bon allez, voilà, j'aurais pas dû la faire parce que je savais que ça, à chaque fois ça... Bref, donc ça c'est ceux qui sont sur une culture du record et qui sont sur une seule logique, celle du chiffre d'affaires. Et donc ils font des chiffres d'affaires colossaux, et moi j'ai vécu ça avec mon propre père, qui faisait des chiffres d'affaires très importants, et qui considérait que parce qu'il avait un gros chiffre d'affaires, il était économiquement extrêmement pertinent. Moi je reprends la ferme, je produis autrement, et je fais augmenter le chiffre d'affaires. Donc là, déjà, ça le déstabilise complètement. Pour d'autres raisons, c'est-à-dire que j'arrive à produire à peu près autant par les démonstrations qui ont été faites des uns et des autres, mais parce que je suis certifié en bio et que je le vends plus cher, donc à production quasiment équivalente, vendu plus cher, forcément le chiffre d'affaires est en progrès. Mais en vérité, la vraie différence avec le modèle de mon père, c'est les coûts de production. Et donc, les agriculteurs bio qui se sont convertis par opportunisme, par effet d'aubaine, pour toucher les aides, n'ont pas réfléchi aux alternatives à créer dans leur façon de produire pour travailler sur d'autres logiques de développement agricole et donc travailler sur l'effondrement des coûts de production. Mais quand on travaille sur ce deuxième paramètre qui est les coûts de production, en vérité, les paysans bio peuvent s'en sortir beaucoup mieux. Parce qu'on peut faire baisser les coûts de production avec un mot-clé qui est l'autonomie. Mais encore une fois, enfin, moi je l'écoute toujours avec beaucoup de plaisir, mais il l'a dit, il a parlé d'autonomie. C'est-à-dire qu'il n'achète plus d'engrais, il n'achète plus de pesticides, et donc forcément ça fait baisser les coûts de production. Et donc quand on arrive à stabiliser des niveaux de production, de productivité assez élevés et des niveaux de coûts de production assez faibles, eh bien la soustraction qui fait le revenu de l'agriculteur est plutôt satisfaisante. Mais je vais le laisser parler s'il veut en rajouter. Et puis je vais rajouter une question en incise parce qu'on va pouvoir bientôt clôturer la table ronde aussi. On n'a pas du tout parlé des semences. On a bien compris dans votre discours que le fait de passer en agriculture biologique, ça avait permis de réduire les intrants. Mais les semences, alors qui sont plus enrobées de pesticides et donc plus de risques pour la santé, c'est quand même une satisfaction. Mais il y a quand même un gros débat au niveau aujourd'hui de l'agriculture pour se réapproprier les semences. Il y a, je crois, le réseau Semences Paysannes fait partie d'un certain nombre de collectifs. Voilà, je voudrais rajouter cette dimension-là dans votre réponse. Pour comparer ma vie d'éleveur à celle d'aujourd'hui, producteur en bio, en céréales bio, tel que je le fais, avant j'avais un chiffre d'affaires à plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires, et à ma femme et moi, il nous restait 15 000 euros.
Aujourd'hui, je suis sur un chiffre d'affaires entre 50 et 55 000 euros, et il me reste 25 000 euros à 30 000 euros. Bon là, depuis 2 ans, là, ça dégringole. Et vous voyez, donc le coût de production, il est là. Hein. C'est la différence entre le chiffre d'affaires et le revenu, tout simplement. Et c'est ce qui ne part plus chez les marchands d'aliments, c'est ce qui ne part plus chez les phytos et les engrais. Voilà. Pour les semences, ben, je vois à Chassagne, on s'organise pour reprendre dans nos récoltes. On travaille avec des semences population, pour partie. Et donc les semences population, par définition, on les sélectionne et on prend dedans pour semer l'année d'après. Alors, on a eu une petite expérience, je peux la raconter. Par exemple, on était sur du tournesol de bouche. On prenait la semence régulièrement à un fournisseur et c'était censé être une semence population. Et tout d'un coup, le fournisseur nous a dit « Ah ben non, on n'en a plus, on vous en met une autre, qui est une semence striée, tout ça, tout va très bien, et ça va très bien se passer. Ouais. » Et quand on a vu ça pour mettre dans le semoir, c'était une toute petite graine. Alors pour le tournesol de bouche, c'est une grosse graine, très grosse graine qu'on met sur les pains, ou en apéritif et tout ça. Et puis ils nous ont dit non mais c'est pas un problème, ça fera une grosse graine à la récolte. On s'est renseigné, et notamment c'est la Corab qui avait fait une enquête aussi là-dessus. On s'est aperçu qu'ils étaient en train de nous mettre une semence VRTH, donc résistante aux herbicides. Donc on a dit stop, on a repris dans nos cellules la récolte d'avant, on s'est procuré des semences population du même type, grosses graines striées, et on est reparti pour resélectionner des semences population. Mais vous voyez, et on s'aperçoit que de plus en plus les maisons de semences sont en train de sortir de leur catalogue les variétés qui ne sont pas VRTH. De plus en plus on a de moins en moins de variétés non VRTH. Donc c'est important de rester sur les semences population. En gros des OGM. Voilà. Donc il est important pour l'agriculture biologique de garder la main sur ces semences et ces semences population qu'on a reproduit depuis des millénaires et qu'il est important qu'on ne déchappe pas à ça. Avec... Bah David, le petit mot de la fin, et après on fera une petite pause. Allez Benoît, je te laisserai le micro, on fera une petite pause, une petite interruption avant la troisième et dernière table ronde. Le mot de la fin, là tu me prends de court. J'ai envie de réagir sur les questions, non, sur les semences. Sur les semences, bah, oui, moi depuis que je suis installé, de toute façon, j'ai toujours renouvelé toutes mes semences. Donc, et même depuis que je suis en bio, avant j'achetais mes semences de maïs et de tournesol, et maintenant je renouvelle aussi mes semences de maïs et de tournesol en population. Et voilà, et ça fonctionne très très bien. Voilà, il suffit de faire un petit peu de sélection à la récolte, et puis voilà, tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Il faut savoir qu'une dose de semences de maïs achetée dans un fournisseur, une dose pour un demi-hectare, on la paye à peu près 150 €. Vous ramenez ça à la tonne, ça fait je crois entre 10 et 15 000 € la tonne. Si vous calculez, ça fait ça. Nous, en tant que producteurs, en bio, un maïs, aujourd'hui, on va le vendre 300 € la tonne. Moi, j'ai une anecdote. Il y a un gars qui est en bio, qui faisait sa semence de maïs, et cette année, comme c'est très humide, il n'a pas réussi à sécher. Donc, il a donné sa semence de maïs à sécher à la COP, qui lui a acheté 150 €. Et après, il s'est dit, si je fais un surplus de production, il faudra que je puisse vendre mon surplus de production, il faut que j'ai un contrat avec la coopérative, je vais leur acheter un peu de semences. Donc il a acheté un peu de semences pour s'offrir des droits à avoir un contrat. Ils lui ont revendu 450. Oui, bah oui, ça m'étonne pas. Mais bon, voilà, on travaille avec des variétés de blé anciens, on travaille qui sont beaucoup plus adaptées à nos besoins en farine, notamment.
et nos sols. C'est souvent des variétés qui sont beaucoup plus rustiques aussi, beaucoup plus résistantes aux maladies. Enfin voilà, aux dérèglements climatiques qui s'adaptent plus facilement. Les variétés de blé moderne sont des variétés qui ont été sélectionnées pour faire de la faire de la productivité en fait, pour produire un maximum. Et mais voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est avec des phytos en fait. C'est des variétés, c'est des bodybuildés en fait, mais qui sont très fragiles. Donc si on ne leur apporte pas de l'azote au pied, de l'azote chimique au pied et des fongicides, et bien en fait, voilà, elles sont fragiles. Elles sont fragiles parce qu'on les a sélectionnées pour faire du rendement, mais pas pour résister. Donc c'est pour ça que nous, on reste sur des variétés anciennes. Voilà, en plus, bon, on n'apporte pas d'azote chimique, voilà, donc forcément, on a tout intérêt à utiliser ces variétés anciennes, à tout niveau en fait. Je veux juste réagir sur les semences. Depuis le 1er janvier 2022, en agriculture biologique, on peut utiliser des ressources génétiques non inscrites au catalogue. C'est la réforme du cahier des charges de l'agriculture biologique qui le permet. C'est-à-dire que entre 2007 et 2022, c'est-à-dire pendant 15 ans, j'étais dans la parfaite illégalité. Alors j'avais le droit de ressemer mes semences, mais je n'avais pas le droit de les commercialiser. Je n'avais pas le droit de les commercialiser, et pourtant je le faisais. Donc malgré 14 contrôles PAC en 13 ans, j'ai toujours dit, venez me verbaliser, parce que mes semences... je suis dans l'illégalité à faire ce que je fais avant des ressources génétiques non inscrites au catalogue. Et bizarrement, j'ai eu 14 contrôles PAC en 13 ans, mais jamais sur ce sujet-là. J'aurais adoré être verbalisé sur ce thème-là, aller être traîné devant des tribunaux pour qu'on vienne me dire « c'est pas bien ce que vous faites, monsieur Biteau, vous récoltez des semences que vous ressemez ». Ça, c'est pas bien, il faut arrêter de faire ça. J'aurais aimé qu'ils me mettent dans un tribunal, parce que dans le tribunal, il y a tribune. Et j'aurais adoré expliquer à la population qu'un paysan qui récolte ses grains et qui les ressème est dans l'illégalité. J'aurais adoré faire ça, on ne l'a pas fait. Mais ils sont en train quand même de nous la faire à l'envers. C'est-à-dire qu'on a une réglementation OGM depuis 2001 qui encadrait les OGM de cette époque-là. Entre 2001 et 2018, vous allez voir pourquoi je prends 2018, on a vu apparaître des nouvelles méthodes d'OGM qui sont la mutagénèse, le ciseau-génétique, CRISPR-Cas9, je ne vais pas faire toute la liste, qui n'existaient pas en 2001, et donc on s'est toujours posé la question de savoir est-ce que ces nouvelles variétés modifiées, ces nouveaux organismes modifiés relevaient de la réglementation OGM ou pas. Et forcément, les semenciers nous disent « mais non, ça n'a rien à voir, la réglementation de 2001, c'est sur la transgénèse, puisqu'il y avait que la transgénèse qui existait. » Et donc l'appel de Poitiers, on est bien placé pour en parler, c'est en Poitou-Charentes, a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour poser la question très clairement, est-ce que ces organismes génétiquement modifiés issus d'autres méthodes que la transgénèse sont des OGM? Et le verdict tombe le 25 juillet 2018. Quelle que soit la manière dont on transforme un organisme, à partir du moment où sa génétique est modifiée, c'est un OGM. Donc il n'y a plus de débat. Est-ce que ces VRTH, ces variétés rendues tolérantes aux herbicides, obtenues par mutagénèse et je ne sais quel autre bidouillage, est-ce que des huîtres triploïdes d'ailleurs, mais la réglementation ne traite que des végétaux. Mais en vérité, si on traitait les animaux, les huîtres triploïdes seraient aussi des OGM. Donc la question ne se pose plus, ce sont des OGM, c'est un rendu de la Cour de justice européenne du 25 juillet 2018. Et comme ces gens-là ne renoncent jamais, eh bien, ils ont mis la pression sur la Commission européenne pour faire bouger la réglementation communautaire sur les OGM. Et donc là, le Parlement européen a voté il y a 15 jours la possibilité de déroger pour ces variétés qui ne sont pas issues de transgénèse et faire un règlement spécifique à ce qu'on appelle les NGT, les New Genetic Technologies, ou les NBT, les New Breeding Technologies, qui va faire que demain, vous allez avoir des OGM dans vos assiettes, mais non identifiés comme tels, qui fait que vous aurez plus d'informations, plus de traçabilité, plus d'informations aux consommateurs, et pire, c'est qu'on a bataillé sur le cahier des charges à l'agriculture biologique qui contient quatre critères fondamentaux. Pas de pesticides de synthèse, pas d'engrais de synthèse, pas d'OGM et du bien-être animal. Eh bien, puisque ces OGM ne disent pas leur nom, puisque ces OGM ne sont plus tracés, puisque ces OGM ne sont plus identifiés, puisque l'information de présence de ces OGM n'est plus obligatoire, potentiellement,
on va pouvoir trouver des OGM dans les produits issus de l'agriculture biologique. Donc le combat à mener, il est déterminant. Donc le Parlement a mal voté. C'était quand même assez court, je pensais que ce serait plus écrasant que ça. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, mais n'empêche que la majorité s'est exprimée. Maintenant, il faut qu'on continue de mettre la pression sur les États membres pour que le Conseil au Parlement, enfin à l'Union européenne, ne valide pas ce délire. Parce que j'espère que j'ai été clair sur ce qui est en train de se passer. Et juste dernier mot, ces OGM, s'ils sont cultivés à côté de nos populations, ils polluent nos populations, vous avez bien entendu, ils polluent génétiquement nos populations, c'est irréversible. C'est-à-dire que si on laisse faire ça, on est en train de donner le monopole de la semence des agriculteurs, de notre nourriture donc, à 3 grandes firmes semencières mondiales qui s'appellent Bayer, qui s'appellent Corteva et qui s'appellent Imagrin. Et même l'Imagrin sur la brevetabilité dit si ces méthodes sont brevetables, je ne peux pas rivaliser avec Corteva et Bayer. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on est en train de livrer sur tapis rouge toutes les semences qui vont être aux mains de 2 grandes multinationales mondiales que sont Corteva et Bayer. Bon, merci, je crois qu'on peut les applaudir et puis on va passer. Je vous propose 5 minutes de pause et puis on reprendra avec la 3e table ronde à 35.